Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Unbreakable, pourquoi Unbreakable est un film culte, j'en avais parlé, que j'allais faire une rétrospective sur M. Night Shyamalan. Pour la simple raison que je pense que ça tombe super bien, vu que j'avais fait Unbreakable, parce que son nouveau film va sortir. Son nouveau film qui est en fait le dernier d'une trilogie thématique où ça reprend quand même les mêmes personnages, surtout à la fin de Split, c'est-à-dire Unbreakable, Split et Glass. C'est ça, Split, ça parle de Kevin, c'est un autre personnage, mais à la fin on revoit David Dunn dans la conclusion. Donc, la sortie de Glass, c'est le 18 janvier 2019, c'est donc vraiment dans pas longtemps aux États-Unis. Moi, je vis au Canada, donc c'est sûr que pour moi, c'est la même date de sortie. Ça tombe super bien. Pourquoi pas faire une rétrospective du coup sur M. Night Shyamalan, que j'estime être un des grands réalisateurs de Hollywood. Je l'aime beaucoup. Donc on va voir tout ça en détail. Peut-être pour commencer, son vrai nom c'est pas M. Night Shyamalan, bien que M, oui, ce soit l'initiale de son prénom, mais son vrai nom c'est Manoj Neliyatou Shyamalan, qu'il a changé avec son premier film. Quand il a fait son premier film en 1992, il a changé Neliyatou pour Night parce qu'il trouvait ça plus facile peut-être d'un point de vue marketing, tout simplement. Donc c'est pas nécessairement c'est pas son vrai nom, c'est juste pour dire ça. Donc on va voir ça en détail tout de suite. Je vais regarder à peu près tous les films de sa filmographie, tout ce qu'il a fait, aussi ses compagnies de production. M. Night Shyamalan, si tu le connais quand même un petit peu, c'est un gars qui a toujours voulu faire du cinéma. C'est un gars qui est né en Inde et qui en fait, ses parents ont déménagé aux États-Unis et plus précisément à Philadelphie, qui est une ville hyper importante pour M. Night Shyamalan parce que cette ville-là, si tu connais sa filmographie, apparaît dans quasiment chacun de ses films. Tous les films où il y a de la ville ou un centre-ville, c'est là-bas que ça se passe. Il faut dire aussi que sa maison de production, Bleeding Edge Picture, est basée à Philadelphie. Sa mère, en fait, était déjà américaine, si je ne veux pas dire de bêtises, et elle est retournée à Pondichéry, en Inde, pour accoucher de M. Night Shyamalan. Et elle est ensuite revenue aux États-Unis. Il a été naturalisé uniquement quand il a eu 18 ans. Donc c'est ça, quand il est rentré en fait à l'université, c'est là qu'il a été naturalisé. Il a suivi, c'est une petite bio mais super rapide, il a suivi en fait ses études dans deux prestigieuses écoles privées catholiques à Philadelphie, qui n'ont rien à voir du tout avec sa religion. Il est hindou. Mais pour ses parents, c'était hyper important qu'il ait apparemment ce type d'éducation-là. Et ça revient aussi dans certains de ses films, ça a été important pour lui. Donc il a été ensuite à l'université de Tisch School of the Arts à Philadelphie. Il a été diplômé en 1992, il est sorti de là. Et pendant qu'il était à l'université, il a fait son premier film, Praying with Hunger, en 1992, c'est-à-dire vers la fin de ses études. Ce film-là, tu peux le retrouver sur YouTube, je te mettrai le lien dans la description s'il reste encore longtemps, je pense que oui. Malheureusement, tu verras que la copie est très floue, c'est très dur à regarder, c'est pas vraiment de la bonne qualité. Bon, c'est la copie YouTube. Il est très difficile, je me suis renseigné, d'avoir une copie de ce film-là quelque part. Je suis même pas certain qu'il soit sorti en DVD. Bon, c'est un film à très très petit budget. En fait, il l'a produit, c'est ses parents qui l'ont produit c'est ses parents qui l'ont produit tout simplement. Donc il n'y a pas réellement de maison de production en arrière. Oui, il y en a une maison de production en arrière. Je pense qu'il a réussi à l'avoir via ses relations durant ses études. Mais c'est ça, c'est quand même très très petit budget. C'est 750 000 dollars le budget de ce film-là. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui a 22 ans, son âge, ça tombe bien, puisque c'est lui aussi le protagoniste principal, qui retourne en Inde et qui est une sorte d'étudiant américain un petit peu, comment je dirais, violent, agressif, qui fait un retour sur lui et sur ses racines qu'il n'a jamais connues parce qu'il a toujours vécu aux États-Unis. Donc il regarde un petit peu comment ça se passe en Inde en étant lui-même indien, mais en n'ayant jamais vécu là-bas. Donc c'est une sorte d'étranger qui apprend un petit peu comment la vie se passe dans ce pays-là.
Euh, Ça a été produit, il me semble, par Crescent Moon, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, Crescent Moon. Ils avaient fait un autre film avec Rob Lowe, Illegal, une sorte de comédie. Pas super bon, les années 90. Donc ça, c'est pas une compagnie de production qui a été hyper florissante, on s'entend. Le film, il a été projeté au Festival de Toronto. Il a quand même eu pas mal, comment dire, une bonne réception au Festival du film de Toronto à cette époque-là. Et ça lui a permis du coup de projeter le film dans une salle, une seule salle, aux États-Unis pendant une semaine. Donc c'est ça, ça lui a fait un petit peu de publicité, mais c'est pas réellement ça qui a commencé sa carrière. Par contre, ça lui a permis d'avoir beaucoup de relationnel et du coup de rentrer un petit peu plus dans le milieu du cinéma pour essayer de faire ce qu'il avait envie de faire par après. Donc, Praying with Hunger, son premier film, si tu veux le voir, je mettrai le lien dans la description, mais la copie est pas super bonne. Euh, Juste parenthèse pour Praying with Hunger, vraiment vraiment rapidement, parce que ma conjointe me l'a mentionné, j'ai dit qu'il a été produit par ses parents et par une maison de production. Il a été produit par les deux, hein. Ses parents plus Crescent Moon, qui était une petite maison de production qui n'existe plus à l'heure actuelle. Le film avec Rob Lowe, c'est Illegally Yours, qui a été fait en 92 ou 93, je ne sais plus exactement. Bref, peu importe. En 1991, il avait écrit un script qui s'appelle Wide Awake, mais qui n'a réussi en fait à vendre à une maison de production que en 1995. Et ce film sera éventuellement réalisé par lui aussi en 1900. Voyons, il sera réalisé par lui en 1995. C'est ça que je dis. Il l'a vendu, il l'a fait en 1995. Mais le film ne sera présenté qu'en 1998. Donc on voit qu'il y a quand même un gros laps de temps entre les deux. C'est un film qui a quand même un budget assez raisonnable, 7 millions le budget, c'est quand même pas mal. Dedans, comme ça, on va trouver Rose O'Donnell, Denis Leary, notamment, Robert Loggia, Joseph Cross, qui sont quand même des acteurs quand même assez connus, surtout à l'époque quand même. À l'époque, Rosie O'Donnell, Denis Leary étaient quand même déjà bien connus. C'est malheureusement un énorme échec commercial. Il ne remporte que 305 704 $, alors qu'il en a coûté 7 millions. Donc ça n'a pas marché du tout. Néanmoins, c'est un film qui a eu le prix du meilleur drame au Young Artist Award. Mais c'est ça, ça marche pas du tout. On peut noter dans ce film-là la présence de Julia Stiles, qui était dans un de ses premiers rôles. On la retrouve notamment dans les Jason Bourne. Le dernier aussi, qui est sorti en 2016, Jason Bourne. Julia Stiles a un rôle quand même assez important. C'est une actrice que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement a pas beaucoup de rôles, ou en tout cas pas des rôles à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Le film a été tourné dans une école évidemment catholique, puisque c'est le sujet principal de ce film-là. Et c'est l'école où M. Night Shyamalan a suivi ses études quand il était plus jeune. Donc c'est quand même à noter, c'est quand même assez intéressant. Donc c'est ça. Wide Awake, si tu veux aller le voir, je pense que lui, tu peux trouver plus facilement une copie DVD ou une copie sur Internet. Wide Awake lui permet en fait d'intégrer la maison de production Columbia Pictures. Et on lui donne comme, comment dire, on lui donne comme commande à ce moment-là d'écrire une adaptation du livre de E.B. White, Stuart Little, ce qu'il va faire avec un autre scénariste, me semble-t-il. Ça, c'est quand même quelque chose qui l'a pas mal lancé au niveau du milieu du cinéma, peut-être pas au niveau des gens, au niveau de sa, comment dire, notoriété en tant que réalisateur, mais ça lui a ouvert des portes pour du gros relationnel. Il avait du relationnel, et là, ça lui a ouvert du gros relationnel pour pouvoir aller essayer de faire ce qu'il a toujours voulu faire, parce qu'il a fait énormément de courts-métrages quand il était petit. Il a eu une caméra alors qu'il avait l'âge de 8 ans, et il tournait déjà plein de films, et il s'était toujours dit, et il a toujours dit qu'il voulait devenir scénariste et réalisateur, en dépit de son père qui voulait qu'il soit médecin, mais ça n'a pas été le cas, puisque son père l'est médecin. Et d'ailleurs, tu peux voir dans différents films de M. Night Shyamalan, qui revient souvent en caméo, hein, il aime ça, hein, c'est un gars qui est très fan d'Hitchcock et qui fait beaucoup de références à Hitchcock, et même au niveau de la réalisation et la manière de faire les films, il s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock, et tous ses caméos, il revient toujours en médecin. Beaucoup de ses caméos, pas tous ses caméos, c'est pas vrai, je dis tous ses caméos, mais c'est fou. Dans Unbreakable, par exemple, c'est juste un gars qui vend de la drogue. Mais t'as beaucoup de ses caméos où c'est un médecin. Et ça, c'est pour, en fait, comment dire, c'est un clin d'œil direct à son père. Donc, c'était une petite parenthèse. Bref, on revient sur Stuart Little.
Le film coûte 133 millions à faire et il gagne 300 millions worldwide, au niveau international. Donc c'est une grosse réussite. Ce film-là sort en décembre 1999 et ça lui a permis en fait de proposer le sixième sens. Donc là, on va rentrer, The Sixth Sense, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de sa carrière parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu expliquer de ces différents petits films qu'il a fait, notamment son premier film à petit budget, il essayait de se faire un nom, ce qui est normal, hein, comme un petit peu tous les réalisateurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand même de manière assez maligne, et il essayait d'avoir un petit peu de relationnel. Mais ça, Stuart Little, ça lui a ouvert toutes les portes. Donc, il propose The Sixth Sense, le sixième sens, à savoir que le sixième sens est sorti en août 99 et que Stuart Little est sorti en décembre 99, mais le sixième sens a été fait après, et a été tourné après Stuart Little, qui a été fait avant, en 98. Ça, c'est des dates de sortie des maisons de production qui regardent par rapport à leurs charts et comment faire plus d'argent. Hein. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est ça. Dans l'ordre chronologique, pour lui, puisqu'on parle de lui, c'est ça. Donc, le script, il le propose en fait à un monsieur qui s'appelle Daniel Vogel, qui lui travaille pour Disney. Daniel Vogel regarde le script du sixième sens, il le lit d'une traite, il trouve ça formidable, il décide de l'acheter, puisque c'est lui qui est responsable, directeur de la production pour Disney, sans consulter aucune personne à Disney. Il l'achète pour 3 millions et signe lui-même le contrat. Disney est furieux, il vire Daniel Vogel quasiment sur le champ, mais trop tard, le contrat a été signé. Il décide, il y a un petit peu de fierté, je pense, là-dedans aussi quand même. Il décide de ne pas produire le film. Ils le vendent à Spyglass Entertainment en gardant, parce que c'est quand même des businessmen, ils gardent un droit sur la distribution du film, donc droit de regard sur la distribution du film, à savoir que quand même M. Night Shyamalan a réussi à imposer Bruce Willis, puisqu'il avait écrit, comme beaucoup de ses scripts, à partir du sixième sens, il avait écrit le rôle spécifiquement pour Bruce Willis. Il écrit des rôles en pensant aux acteurs, ce qui est quand même le rôle principal, ce qui est quand même assez cool de sa part. Moi, je trouve ça bien. Et surtout qu'il arrive à avoir les acteurs pour qui il écrit les rôles, ce qui n'est pas nécessairement évident dans le milieu de Hollywood. Bref, la distribution, ils veulent avoir un droit de regard, et 12,5% sur les revenus du box-office. Donc, voilà. C'est un film qui est vraiment intéressant. Le budget, c'est un film monumental. Le budget, 40 millions. Il a rapporté 673 millions de dollars. C'est un gros succès commercial. Il se place deuxième après Star Wars, parce qu'il ne faut pas oublier que cette année-là, la grosse sortie, c'est The Phantom Menace, le premier Star Wars de la nouvelle trilogie à l'époque, qui était la préquelle des Star Wars, qui était super attendue par les fans. Donc c'est quand même énorme de se situer juste derrière Star Wars, c'est super cool. Ce film-là, si tu l'as pas vu, il est à voir, c'est une anthologie du cinéma, c'est monumental comment c'est réalisé, on voit vraiment la manière de faire de M. Night Shyamalan par rapport à Praying with Hunger en 1992, où tu verras qu'il y a beaucoup de défauts, aussi bien au niveau aussi du jeu d'acteur, il n'est pas terrible par moment, au niveau de la réalisation, il fait un petit peu ses armes dans ce film-là, il regarde un petit peu comment ça fonctionne, mais dans le sixième sens là, ou Wide Awake aussi, qui est un film plus classique, plus une sorte de comédie dramatique, mais dans le sixième sens là, on part direct dans le vif du sujet, c'est carrément le genre de film qu'il fait, super bon film, il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment à voir si jamais tu t'intéresses en tant qu'école de cinéma, tu vas apprendre comment on fait le B à bas, voilà, tu peux le regarder. C'est très Hitchcockien comment c'est fait, il tourne beaucoup avec des plans séquences, ce qu'il aime dans la plupart de ses films. Il y a des petits détails qui sont intéressants, comme par exemple le personnage qui est joué par Bruce Willis. Malcolm quand même a les mêmes vêtements et les mêmes ornements sur lui, peu importe ce qu'il porte sur lui, puisque de toute façon il est mort, donc désolé si t'as pas vu le film, je viens de te le spoiler, mais tout le monde a vu le sixième sens, je pense. Donc essaye de regarder les films dont je vais parler avant de regarder la vidéo. C'est ça, c'est quand même hyper cool d'avoir eu quand même ce détail-là qui est quand même ultra intéressant et ultra important. La couleur rouge qui revient beaucoup aussi pour signifier tout le temps le monde qui n'est pas le monde réaliste, qui est le monde des morts, qui est relié aux fantômes, qui est relié aux esprits. Couleur qui va réutiliser assez régulièrement dans ses films, notamment le village, je vais en parler après, où la couleur rouge est aussi très très importante. Couleur rouge versus couleur jaune. Et puis dernier peut-être détail, mais quand même important, c'est que Haley Joel Osment, qui a eu le rôle de Cole dans le sixième sens, était la seule personne à être venue auditionner avec une cravate, donc ça avait surpris un petit peu M. Night Shyamalan, et qui lui avait dit je l'ai lu 3 fois, et M. Night Shyamalan avait pensé ok, t'as lu 3 fois la partie d'audition,
pourquoi tu es venu auditionner la scène. Et il était déjà très très impressionné, mais le jeune homme, le jeune enfant, puisqu'il a 11 ans à l'époque, lui avait dit non, non, j'ai lu 3 fois le scénario. Ça l'avait impressionné. Donc il l'avait pris sur ces critères-là, et aussi parce qu'il était bon à son audition. Petit dernier détail à savoir sur le sixième sens, Michael Cera avait auditionné pour le rôle de Cole, et n'a pas eu le rôle finalement. Ça aurait été vraiment bizarre avec Michael Cera. Donc c'est ça, c'est ce qui clôture le sixième sens. Autre chose aussi dont j'ai oublié de parler mais qui est super important, c'est qu'en 1992, il avait écrit un scénario qui s'appelle Labor of Love, et qu'il a vendu à la 20th Century Fox. C'est que ça veut dire qu'en 1991, pendant qu'il faisait ses études, il a écrit Wide Awake, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été fait plus tard en 95 et qui finalement a été diffusé en 98, et Praying with Hunger en 92, à la sortie de ses études, qu'il a fait avec son propre budget, son propre argent, mais avant ça, il avait quand même récolté de l'argent parce qu'il avait réussi à vendre à la 20th Century Fox Labor of Love, ce scénario qui est encore détenu les droits par la 20th Century Fox et qui n'a pas encore été fait à l'heure actuelle, qu'il a toujours voulu faire. Et ce film-là vient d'être annoncé, il va être fait. La star du film, c'est Bruce Willis. Labor of Love, c'est un gars, le logline, c'est un gars qui vient d'être, veuf, et qui décide de traverser le pays en réfléchissant un petit peu à sa condition de veuf. C'est à peu près ça, le logline que j'ai vu rapidement. Je ne connais pas les détails du film, donc ça va être à voir. C'était quand même important. Après Signe, en fait, il y a Unbreakable, donc j'en ai déjà parlé. Si tu veux voir plus d'infos sur Unbreakable, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite. Pourquoi c'est un film culte. Unbreakable est sorti en 2000 et le scénario a été écrit pendant le tournage du Sixième Sens. C'est avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright. C'est là qu'il a fondé, je le rappelle très très rapide parce que évidemment j'ai beaucoup de contenu, c'est là qu'il a fondé Bleeding Edge Pictures, sa maison de production, pour essayer d'avoir plus de liberté créative. Si tu veux en savoir davantage, encore une fois je te renvoie à la vidéo. J'ai quand même trouvé des petits détails dont je n'avais pas parlé dans la vidéo précédente. Notamment par rapport à Mr. Glass. Donc évidemment il y a toujours l'utilisation de matériel de reflet, que ce soit la télé, que ce soit des miroirs, etc. par rapport à Mr. Glass pour amplifier un petit peu la menace a priori de ce personnage-là. Ou en tout cas c'est comme ça que Samuel L. Jackson lui l'avait interprété. Donc il avait décidé que Mr. Glass avait à ce moment-là, il a eu comme idée que Mr. Glass est une canne en glace. C'est son idée à Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson a aussi insisté pour porter de la couleur violette, mais si tu t'intéresses au milieu du cinéma, tu le sais, Samuel L. Jackson, sa couleur préférée c'est le violet et il insiste beaucoup sur chacun de ses films, il faut qu'il y ait de la couleur violette qui apparaisse à un moment donné, soit de manière importante, soit de manière moins importante, mais il faut toujours que ça apparaisse. Il signe ses contrats de cette manière-là, ce qui explique pourquoi il a un sabre laser violet dans la trilogie des Star Wars, les préquels. Et face à lui, évidemment, le héros David Dunn, qui lui, c'est le vert. Donc c'est assez intéressant parce que dans Split, on a vraiment 3 couleurs. On a Kevin qui est plus vers le jaune, ou en tout cas c'est comme ça que M. Night Shyamalan l'a pensé, et vert et violet. Donc on a vraiment 3 couleurs et c'est super important. Donc ce qui clôture très rapidement sur Unbreakable. Tu veux plus d'infos, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Unbreakable. Tu vas voir tous les détails. La partie la plus importante, fondation de sa maison de production pour avoir plus de créativité, d'espace créatif, Bleeding Edge Pictures qui existe encore à l'heure actuelle. Signe en 2002, là je viens de me rendre compte que je parlais super vite. J'ai plein de contenu et je m'emballe. Je vais essayer de faire attention. Signe en 2002, ça pour moi aussi c'est un super grand film. C'est vrai que j'ai parlé d'Unbreakable dans cette vidéo-là dont je viens de faire référence 20 000 fois. Mais Signe, c'est aussi c'est magnifique. La musique alliée à la cinématographie sont formidables. Mel Gibson, pour parler rapidement des rôles, il y a Mel Gibson, Joaquin Phoenix à l'intérieur, Rory Culkin, le frère de Macaulay Culkin, et Abigail Breslin, dont c'était le premier rôle quand même, c'est à noter. Qu'on a pu retrouver après dans Little Miss Sunshine en 2006 ou même Zombieland en 2009. La suite est en train, si tu veux le savoir d'ailleurs, d'être tournée à l'heure actuelle. Elle est censée sortir en 2019, Zombieland 2. Donc c'est ça quand même un film assez intéressant, mais Gibson a un rôle qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir avec un personnage plus introverti. Il y a des choses cool là-dedans, comme par exemple, pour moi c'est super bon film, il y a énormément de plans séquences encore une fois, une manière de filmer qui est très très
distinctive par rapport à ce qu'il fait d'habitude M. Night Shyamalan. Il y a des choses cool comme M. Night Shyamalan n'aime pas trop ça, utiliser les CGI, les effets spéciaux. Il en utilise, bien sûr, mais pas tant que ça. Et par exemple, pour les crop circles, hein, à l'intérieur, il y a des champs de blé avec les ronds. Là. Il l'a vraiment fait pour le film. Donc, du coup, Mel Gibson avait dit qu'il était super intéressé avec ça parce que c'était plus facile pour lui de pouvoir réagir en tant qu'acteur. Des petits détails, oh, le budget 72 millions, il a rapporté 408 millions à l'international. C'est un gros succès commercial et c'est un gros succès critique aussi. Les gens ont vraiment aimé ce film-là. C'est vrai qu'il est bien monté. Moi j'aime beaucoup ça, surtout les twists, le twist final et le titre que portait le film par rapport au twist final où dans le fond, pendant tout le scénario, tu vois les différents éléments qui vont s'accorder aux uns aux autres pour la conclusion du film. Je trouve ça juste phénoménal. Joaquin Phoenix joue très très bien. Parler de Joaquin Phoenix très rapidement, Mark Ruffalo, c'était l'acteur qui devait avoir le rôle de Joaquin Phoenix que finalement n'a pas eu parce qu'il avait une tumeur au cerveau. C'est quand même assez horrible. Il a dû se faire opérer, mais c'était bénin. Donc il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est ça, il n'a pas pu participer au film. Il n'a pas pu avoir le rôle à cause de ça. James Newton Howard, qui déjà fait la musique pour M. Night Shyamalan depuis le sixième sens, a élaboré la musique en se basant uniquement sur un storyboard. C'était une des rares fois où c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois, mais notamment Sergio Leone était habitué à faire ça avec Ennio Morricone pour les films sur le Far West, ces films qu'il avait fait sur le Far West, des films, les western spaghetti. Mais James Newton Howard, lui, n'était pas vraiment... parce que Sergio Leone voulait diffuser la musique pendant le tournage pour que les acteurs s'imprègnent en même temps qu'ils faisaient leur scène. Donc James Newton Howard, lui, était quand même pas habitué à ça, mais M. Night Shyamalan lui a fait un storyboard hyper détaillé, ce qui lui a permis de composer la musique avant que le film même soit tourné ou pendant qu'il soit tourné. C'est quand même assez intéressant. Dernier petit détail, Paul Newman et Clint Eastwood ont refusé le rôle de Mel Gibson. C'est-à-dire qu'ils ont été approchés pour faire ce rôle-là, le rôle de Graham S. Et ils l'ont refusé. C'est donc Mel Gibson qui a eu ce rôle-là. Donc Signe, je t'invite à le voir si tu ne l'as pas vu. Un grand classique du cinéma aussi. The Village, je vais dire en franglais, hein. The Village, pas The Village. Mon accent est horrible. The Village en 2004. The Village, c'est The Village. C'est son premier film qui est pas, comment je dirais, c'est un succès commercial. Il a coûté 60 millions, il a rapporté 256 millions. C'est clairement un succès commercial, mais il a été planté par la critique. Donc c'est son premier film qui est planté par la critique. Les autres étaient tous des succès à la fois commerciaux et on parle à partir du sixième sens. Hein. Et en même temps, la critique avait adoré ça, mais The Village, ça n'a pas vraiment marché pour la critique. Dedans, on retrouve Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, on retrouve Adrian Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, un des premiers rôles de Jesse Eisenberg et Michael Pitt aussi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on retrouve plus dans du cinéma un peu plus compliqué, un peu plus indépendant. Mais je l'aime quand même. Des faits à noter pour ce film-là. Bon, le film en tant que tel, moi, j'ai pas aimé, mais ça, c'est mes goûts personnels. Ça n'a rien à voir parce que je trouve que le film est quand même très bien monté, il est très bien réalisé, le scénario est intéressant, le twist ne me plaisait pas. Mais c'est complètement des goûts personnels, ça n'a rien à voir avec la technique. Donc si on se réfère uniquement à la technique, je pense que le film est très réussi. Le jeu d'acteur est formidable, la tension dans le film est bien maintenue. Toujours une réalisation qui, je trouve, va très très bien avec la musique, l'univers de James Newton Howard, qui est très polish. C'est très poli, c'est très polish en anglais. C'est très clean comme film. Rien à dire là-dessus. Donc c'est vraiment juste des goûts personnels. Des anecdotes à propos du film. M. Night Shyamalan a mis tous les acteurs dans une sorte de camp qui était un camp du 19e siècle en fait, relatif au 19e siècle, pour les immerger dans cette idée-là. Ça a pris aussi, tout le village a été construit, littéralement construit. Donc c'est un vrai village, construit, c'est des décors hein, quand même, mais il fallait le faire. Ça a pris 11 semaines pour construire tout ça, c'est quand même assez énorme. Le rouge est une couleur qui revient beaucoup dans ce film-là, j'en avais parlé tout à l'heure avec le sixième sens, mais c'est aussi une couleur, les monstres sont vêtus de rouge, il y a une barre rouge sur chacune des portes qu'on voit. Si tu veux voir le film, je ne te dévoilerai pas, mais il y a des barres rouges qui sont dessinées sur les portes et qui reviennent même d'ailleurs dans le titre du film.
Donc le rouge pour signifier tout ce qui est dangereux en dehors du village, tout ce qui est monstrueux, des monstres qui attaquent, etc. Versus la couleur jaune qui est encore repris, comme dans Split, comme dans Glass, pardon, où ceux qui surveillent, ceux qui sont à l'extérieur, dès qu'ils sortent, ils ont des espèces de capes jaunes. Donc rouge versus jaune, qui est quand même assez intéressant. Le rôle de Bryce Dallas Howard, c'est un rôle d'un personnage aveugle, faut quand même le dire, et elle le joue formidablement bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Autre détail, qui n'en est peut-être pas un, c'est que pendant le tournage de ce film-là, en 2004, sur le tournage, il y a Sci-Fi Channel a sorti un documentaire qui s'appelait The Buried Secret of M. Night Shyamalan, qui mettait en place une idée. Alors c'était évidemment avec l'accord de M. Night Shyamalan, qui a signé un accord, avec un engagement en fait, avec un contrat d'engagement avec cette chaîne-là pour plusieurs millions de dollars, je me souviens plus exactement du montant, où il voulait faire une sorte de canular pour booster le marketing de la sortie du film The Village. Ceci étant dit, en fait, l'espèce de canular a pris des proportions gigantesques. On en a parlé dans les médias et on a fait passer M. Night Shyamalan un peu pour un menteur. Et surtout, cette chaîne-là, où il disait que M. Night Shyamalan, quand il était petit, avait vécu une expérience de... Enfin, avait vécu une expérience. S'était noyé, et était mort pendant quelques minutes, et avait vécu une expérience avec les morts extraordinaire, là, surnaturelle, ce qui est complètement faux. Et d'autres éléments aussi un peu moins importants qui sont révélés dans ce documentaire-là, qui sont complètement faux. C'était pour faire du sensationnel, et finalement le seul effet que ça a eu, c'est que les médias ont traité tous ces gens-là de menteurs. Enfin, Night Shyamalan a dû revenir là-dessus. Ça a été relativement catastrophique, et pour la chaîne, et pour lui. Pas une bonne idée. Donc ça clôture The Village 2004. On arrive à Lady in the Water en 2006, qui pour moi est un de ses plus grands films et qui a absolument pas fonctionné 0,0%. C'est un film qui a coûté 70 millions, pour donner une idée, et worldwide, à l'international, il a rapporté 72 millions, il s'est juste remboursé. Donc c'est ce qu'on appelle un échec commercial, c'est encore plus un échec quand tu te rembourses pas du tout, hein, comme par exemple Wide Awake, je le disais tout à l'heure, 7 millions et qui remporte 300 000 et quelques. Ça marche pas. Ça met la maison de production un petit peu dans l'embarras, financièrement. Lady in the Water, en fait, à la base, il devait pas le faire, ou en tout cas pas tout de suite. Il s'était consacré à l'adaptation du livre Life of Pi, qui a eu une adaptation assez récemment, je me souviens plus des années, mais c'était quand même assez récent. On ne parle pas de 2006, là, on parle plus de 2013, 2014 peut-être, 2015, je sais plus, 2014 je dirais. 2012, je sais plus. Bref. Et finalement, il avait décidé de ne pas le faire parce que lui était à ce moment-là vu comme un réalisateur à twist. Donc c'était un gars qui fait des twist ending, c'est comme ça qu'on appelle ça aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Il avait peur, du coup, en s'alliant à cette adaptation-là, que ce soit un petit peu révélé avant l'heure pour les spectateurs. Ceci étant dit, c'est sûr que c'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur parce que le personnage principal de ce film-là, Life of Pi, est né à Pondichéry comme lui, donc il avait un peu une sorte de projection vers ce personnage-là, mais il a quand même décidé de ne pas le faire. Donc il est allé plus vers Lady in the Water, qui est un scénario qu'il a, parce que c'est toujours des idées quand même jusqu'à maintenant originales, hein, c'est des scénarios qui lui-même ne sont pas des adaptations, donc c'est un scénario qu'il a écrit. Il trouvait ça vraiment intéressant. Un film qui est avec Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard qui l'a repris du village, qui a même pas passé, elle a même pas passé d'audition, donc c'était évident qu'il l'avait. Jeffrey Wright notamment, lui-même a un rôle dedans. Il a adapté pour plus de marketing un livre pour enfants qui est sorti en même temps que le film, c'est quand même à noter. Lady in the Water, A Bedtime Story. Le film a coûté quand même assez cher, 70 millions. Parce qu'il aurait pu coûter moins cher. Parce que quand tu regardes le film, tu te rends compte que tout le film au complet se passe à un seul endroit, hein, cette espèce de complexe avec une piscine et Paul Giamatti, un petit peu le concierge, l'intendant des lieux. Et en fait, ça s'explique parce qu'il a encore une fois tout construit. La piscine a été construite et tout le complexe autour a été construit, il n'existe pas. Ce n'est pas un endroit qu'il a loué, il l'a construit lui-même. Enfin en tout cas lui-même, son équipe. Ça a coûté quand même relativement cher faire ça, on s'entend. Le film en tant que tel, qu'est-ce que j'en dirais? Je dirais que c'est quand même une grande réussite. Les gens ont détesté, les critiques ont détesté. Mais moi, j'ai préféré vraiment Au Village. C'est un film qui est abouti,
J'aime bien l'idée de tous ces personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres au niveau du scénario. Ça, c'est super intéressant pour pouvoir résoudre un petit peu l'énigme de cette fille-là. J'ai oublié le nom de la nef qui ressort et qui va peut-être être attaquée par des monstres. Et toute cette manière-là d'empêcher ce qui est censé arriver. Donc vraiment un conte pour enfants adapté pour les adultes dans un milieu plus postmoderne avec un Paul Giamatti qui est formidable et une manière de filmer encore une fois qui est très très bonne. Vu que je pense que c'est un classique. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas compris, mais pour moi c'est un grand film. Si tu l'as pas vu, regarde-le. Vraiment avec cette vision-là d'un conte de fées postmoderne. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Pour moi c'est un grand film, donc c'est ça. C'est peut-être mes goûts personnels rendus là, mais je sais pas. D'un point de vue technique, il y a quand même quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose.